Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de On s'en fout. Aujourd'hui, le 5e épisode d'actualité. Comme à l'habitude, on a comme objectif de parler et de médiatiser, de mettre en valeur le plus possible le foot québécois. Tout d'abord, merci à tous de liker, de vous abonner, de commenter dans toutes nos publications sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube et n'oubliez pas d'aller le faire maintenant. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant à la page YouTube. Guys, aujourd'hui, moi, Diego, je serai le host. Pourquoi? Parce que Karim a décidé de mettre tous ses savings sur aller faire un test avec Liverpool. Donc, c'est lui bonne chance. Allez le texte en privé, dites-lui bonne chance. Hein. Peut-être, à ce qui paraît, il peut prendre la place à Gravenberch. Il a dit qu'il joue en 6. Ouais. Fait qu'il est allé pour le replacement, vu qu'ils n'ont pas d'aide le recruitment comme avec Manu. Mais en tout cas, bref. Shout-out et remerciements, des grands remerciements au tiers-lieu pour le studio. Remerciements à tiers-lieu, l'équipe de production. Et, en fait, c'est tout. J'allais dire qui d'autre? Ouais, tout le monde au tiers-lieu. Alex Kenol, c'est ça que j'allais dire, Alex Kenol. Remerciements à l'équipe de production, au tiers-lieu et à Alex Kenol. Merci beaucoup pour nous accueillir dans ce magnifique espace de podcast. Et vous pouvez rendre notre mission possible. Aujourd'hui est un épisode très important car nous allons commencer à parler de la Ligue universitaire. La Ligue universitaire, une ligue très importante ici, car on peut retrouver la plupart de nos talents qu'on parle à travers les épisodes dans la Ligue universitaire, en train de représenter différentes équipes, puis on peut voir des match-ups qu'on aime bien, qu'on souhaiterait regarder en Ligue 1. On peut les regarder maintenant en universitaire. Donc, aujourd'hui, c'est un épisode très important, guys, et on va pas juste parler de ça. On va parler également des derniers résultats en Ligue 2, on va parler de nos pronostics de la Ligue 1, et aussi, des derniers match-ups qu'il y a eu en universitaire. Il y a eu des scores assez impressionnants, des scores à quoi on s'entendait pas. Donc, guys, on va parler d'un autre sujet très important pour nous. OK, mais on veut le partager avec notre communauté. Et je vais commencer par dire mon petite anecdote avec l'article de la presse sur nous. C'est une première sur nous, les Avengers. Yes. Fait que j'ai envoyé justement le truc fièrement à mon père, lui qui m'a introduit à ce magnifique sport du football. Et il m'a juste répondu avec ça. Ouais. Et au moment, mon père m'a même pas répondu. Oh, har! Je l'ai envoyé ce matin, il m'a pas encore répondu. En plus, quand je l'ai vu, je suis rentré à l'accueil, je l'ai vu, et je suis comme, il va me parler de ça. Il t'en a pas parlé. Il m'a dit, ouais, il y a de la bouffe. Non, mais merci à Jean-François Théotonio. Ouais, vraiment merci. Puis merci encore à tout le monde. À tout le monde. Ouais. De toute façon, on essaye de le faire pour les gens parce qu'il y a un marché pour ça. Puis ça se trouve qu'on aime ça en même temps. On est là pour ça. À la fin de la journée, la presse et tout ça, c'est hyper beau, c'est magnifique, c'est un honneur d'avoir ça. Moi, j'aurais jamais cru avoir ça. Moi non plus. En ayant coulé mon cours de français à 13% en secondaire 5. J'aurais jamais cru, mais à la fin de la journée, on fait ça pour les gens qui nous écoutent, qui sont là chaque semaine et tout ça. Fait que merci à la presse, mais surtout à vous, parce que sans vous, on n'aurait pas eu cet article-là. Ça, c'est sûr. Donc là, on va faire le segment top flop, hein, comme à l'habitude, à chaque semaine. Je vais commencer, pour moi, ensuite, je vais le faire vous. Je suis un peu égoïste aujourd'hui. Top, faire un shout-out à Manu. Je connais pas son nom de famille. Il a fait une panenka en finale de Coupe du Québec. Et, de Saint-Laurent, là. Ouais, de Saint-Laurent. Et c'était cool. C'est juste ça. J'ai trouvé ça nice. Et flop, j'ai pas vraiment de flop aujourd'hui, mais je dirais le flop, ça a été notre stream, parce qu'on a eu trop de soucis techniques. À un moment, la caméra a arrêté de fonctionner. Oh non, flop, vous savez quoi, mon chat? Le chat qui m'abuse de comment je fais commentateur. À chaque fois, un commentateur arrête de parler. Commentateur, tu sais pas parler français. Flop, c'est mon chat. Je me suis décidé. Voilà. C'est du tough love. Ouais, c'est tough love, exactement. Mais là, ça commence à être trop tough et pas assez tough. Là. Vas-y, Raph. Mon top, ça va être UQTR, les Patriotes. 2 victoires dans leurs 2 premiers matchs. Ils sont premiers du championnat, je pense. Et mon flop, j'ai resté universitaire, McGill, 2 défaites. Et 7 buts contre en 2 matchs. C'est chaud. Flop du week-end. Mon top, ça va être les jeunes du FC Laval qui ont gagné la Coupe Québec. Honnêtement, j'ai l'impression que ça fait 3 ans de suite, c'est eux qui la gagnent, qui sont en finale depuis au moins 4 ans sur cette catégorie. Donc, bravo à eux. Mon flop, les gars, ça va être Team Canada U17. Ah, bien vu ça. Mon Dieu. Ouais. Je sais pas quoi dire. La vérité, bon, écoute, oui, tu perds contre le Maroc. Tu fais 2-2 contre le Kazakhstan. Là, j'ai un blanc sur le pays. Je pense que c'est le Kazakhstan.
Il me semble qu'on est plus loin que ça, là. Ouais, moi je m'attendais à beaucoup plus. Bonne performance avec des gros scores, c'était contre des équipes qui n'ont même pas encore leur indépendance, là. C'est des îles dans les Caraïbes. Fait que ça, c'est pas très représentatif, mais moi je m'attendais. Moi je pensais que, vas-y, ça y est, on est une grande nation du foot. Tu penses quoi de Ariel Sadek pas sélectionné avec... Ouais, ben après, toi, tu poses des questions, tu veux me mettre dans la sauce, là. Parce que tu sais que je suis biased. Mais non, mais pas, c'est mon petit, fait que moi, c'est sûr que je veux le voir même au Real Madrid, mais ça m'a surpris parce que il n'a pas été mauvais avec la sélection U17 qui les ont justement qualifiés à la Coupe du Monde. Peut-être le coach avait différents plans ou quoi que ce soit, mais je vais pas... On s'arrête là. Je ne veux pas divaguer. C'est Aujourd'hui, bon, je on reste s'arrête là. un C'est professionnel, un peu comme à la Karim. J'aimerais parler de la Ligue 1 du Québec. Les derniers matchs qui se sont passés en 8e de finale de la Coupe de la Ligue 1 du Québec, nos pronostics n'étaient pas mauvais. Je pense qu'on a eu la plupart des pronostics bons. Hein? Fait que maintenant, si on peut aller au prochain match-up, qui sont les demi-finales de la Coupe de la Ligue 1 du Québec, il y a le FC Laval contre le CS Saint-Laurent et l'AS Blainville contre l'AS Laval. Par rapport à tout ce qu'on a vu pendant la saison, par rapport à qu'est-ce que nous, on connaît du foot, parce qu'on s'y connaît quand même un minimum, c'est quoi nos pronostics maintenant pour ces match-ups-là? Ben, la vérité, Saint-Laurent, FC Laval, les gars, c'est un classique déjà. Malheureusement, c'est une finale avant la finale. Mais je crois potentiellement, il peut y avoir une encore plus belle finale éventuellement. On va arrêter de blablater. Pour moi, je mets mon argent sur le CS Saint-Laurent. Ouais, c'est difficile d'aller contre Saint-Laurent, là, surtout après la saison qu'ils ont fait. Même s'ils ont perdu des joueurs, toutes les équipes ont perdu des joueurs pas mal, donc moi aussi je vais aller avec Saint-Laurent. Après, le FC Laval aussi, ils sont en train de faire rentrer des jeunes, des youngins ils font le boulot. Ali Messoudi, c'est lui qui a fait le boulot contre le CSMRO. Il a proposé du beau foot et c'est comme ça qu'ils sont allés chercher la victoire. Mais après, le CS Saint-Laurent, comme vous avez dit, moi, dans ce match-up-là, ça doit être peut-être la seule fois et la première fois de la saison où que je peux pas dire vraiment qui va gagner. De l'autre côté, AS Laval et AS Blainville, j'aimerais que ce soit l'AS Laval qui gagne parce que, si vous dites Saint-Lô, je veux une finale. C'est Saint-Laurent, AS Laval. Après le dernier match qu'ils ont joué là et tout ce qui s'est passé après le match, sur le terrain, hors du terrain, ce serait vraiment nice de les voir en finale les deux là. Donc j'espère aussi qu'on aura ça. Mais j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que celui qui gagne le match-up Saint-Laurent FC Laval, c'est celui qui gagne la Coupe Ligue 1? Moi, attention, t'as FC Laval qui gagne les deux matchs, les deux derbys de Laval. Ouais, contre AS, dans le cas où AS passe en finale. c'est vrai. Et puis, t'as Saint-Laurent de la même façon. Où, c'est eux. Bon, ils perdent au match retour, mais ils ont assuré une domination toute la saison. Puis, je les verrais. On pourrait donner un argument que, C'est vrai. encore une fois, ils auraient le dessus. S'il y avait des cotes, à mon avis, la cote du gagnant, elle serait pour Saint-Laurent. Ça, c'est sûr, mais après, il faut un underdog story. Si c'est Saint-Laurent, c'est des habitués, et après ça, si tu reviens à la stats que tu as dit qu'FC Laval, ils ont gagné tous les match-ups, c'est correct. Maintenant, si c'est un FC AS, ça va être en terrain neutre, parce que sûrement, ça va se jouer au Stade Boréal, sûrement. Fait que sur terrain neutre, là, ça c'est déjà à Laval, il y a toutes les gens de Laval qui vont aller, puis aussi les gens de d'autres endroits, parce que c'est des bonnes équipes. Terrain neutre, en vrai, là, terrain neutre, on dirait que c'est terrain 50-50. Hein. Bas de Boulogne, à mon avis, il est exactement sur la limitation. Mais je pense que la finale, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah ouais? Ouais. Ah, ok, il y aura juste moyen. à ton point, la finale de Ligue 2, elle est là-bas. Alors c'est un vrai terrain neutre, t'avais raison. Ok, c'est encore plus terrain neutre. Mais là, le problème, c'est est-ce qu'il y aura autant d'ambiance? On va dire que si c'est Je pense que si c'est une finale, dans tous les cas, une finale, il y aura beaucoup de gens qui vont y aller là. Ouais. Juste comme ça, c'est pas pour mettre shame personne. Combien de fois t'es allé à Saint-Jean-sur-Richelieu cette saison? Une fois, je pense. Pour jouer. Voilà, mais c'est ça mon pour une finale, j'y vais. C'est loin, on est d'accord. Pour une finale, j'y vais. Ouais. Genre, tu vois, là, aujourd'hui, je suis arrivé en retard au studio. Pour la finale, je vais pas arriver en retard. Ok, c'est parce que aujourd'hui t'arrives en retard parce que t'étais à Saint-Jean. Ok, je capte. Désolé. Oh, guys, on a divagué un petit peu, mais bref, on va embarquer maintenant sur les scores de Ligue 2. Qu'est-ce qui s'est passé en cette fin de semaine en Ligue 2? Et c'est très important parce que ça commence à se concrétiser un petit peu, puis on commence à voir beaucoup plus clair
pour le Final Four? Je sais pas si vous avez des trucs à dire, je sais pas si vous avez regardé des matchs. Bah, la vérité, la seule surprise qu'il y a eu ce week-end, c'est le champion qui a failli perdre son invincibilité contre un avant-dernier. À part ça, le classement est resté le même. 3 des 4 équipes du top 5, du Final Four Ouais, ont gagné. ils ont gagné. Révolution a égalisé pour sécuriser leur place dans le Final Four. Donc là, on a les 4 clubs qualifiés. Gatineau, Montréal Centre, Lakeshore et Révolution. L'ordre reste à déterminer là, avec les prochains matchs, mais ça promet bien. Là. Je pense que ça va être des bons matchs. Mais la vérité, Gatineau, c'est toi qui sors un article aujourd'hui sur Gatineau qui ne perd pas depuis ils sont la trop salle chauds. au mois de mai. 10 mai. Depuis le 10 mai, Gatineau n'a pas perdu. C'est fou. Mais les gars, tu sais, moi, j'ai été assez dur envers... Même la salle, j'ai été dur avec eux. Mais les gars, Gatineau, il ne faut pas se cacher, ils ont eu l'horaire le plus facile. L'horaire? Ils ont affronté ULS à domicile, La Salle à domicile, Lakeshore à domicile, Montréal Centre à domicile, puis Panel à domicile, RDP à domicile. C'est quoi vrai, cet leur horaire? gros match était à domicile. C'est quoi cet horaire? En gros, ils ont accueilli tous les gros sous 2 heures de route, voire 3 heures, jambes lourdes, et leur ont tapé dessus à domicile. C'est juste La Salle pour qui ça a été compliqué, et pour avoir vu le match, ça aurait pu très bien aller du côté de Gatineau. Donc, les gars, oui, attends, je dis pas que Gatineau mérite pas. On peut pas leur enlever. Non, attention. Fait quand même. Mais faut dire aussi que ils ont eu un très beau calendrier. C'est sûr, ça a aidé. C'est sûr, ça a aidé. Mais après, quand même, 17 matchs sans perdre, 12 victoires de suite. Ils ont la meilleure défense du championnat. Clairement. Non, clairement. Clairement. Mais il faut que je le dise quand même. Il faut que je le dise. Parce qu'ils sont pas allés battre Lakeshore à Lakeshore. Ils sont pas allés chercher des gros 3 points contre le top 6-7 chez eux, là. Mais tu dis ça, mais là, si ils font le boulot dans le dernier match, c'est eux qui vont accueillir pour la demi-finale. Ouais. Donc, encore une fois, ça va être chez eux. Ouais, non, mais... Donc, Là, ils vont devoir se déplacer juste pour la finale, juste pour la finale, c'est ça. Je savais pas cette stat-là sur Gatineau. C'est impressionnant quand même. C'est pas impressionnant, mais c'est surprenant. Moi, je pensais qu'ils avaient battu certaines équipes à domicile dans le top des équipes. Parce que moi-même, j'ai regardé le match Gatineau contre Roussillon, et j'ai trouvé que Gatineau, c'est une équipe que ils sont âgés, c'est une génération plus vieille que peut-être la moyenne des équipes en Ligue 2. Mais je trouve qu'ils ont rien à envier sur comment ils sont très bien structurés tactiquement. C'était une masterclass ce match. Ils sont très bons, très structurés. Et moi, j'adore les équipes comme ça. Et tactiquement, je sais pas comment expliquer, mais on dirait, en fait, c'est normal, ils se connaissent tous extrêmement et parfaitement bien. Après, c'est normal parce que la plupart, ils ont grandi en jouant ensemble. Tu sais, là-bas, il n'y a pas beaucoup extrêmement d'équipes comme ici où tu peux aller jouer une saison avec eux, l'autre saison avec eux, l'autre saison avec eux, et là, tu changes de partenaire à chaque saison. Eux, je pense que même les yeux fermés, ils pourraient aller chercher des scores. Même au futsal, il y en a beaucoup qui jouent ensemble, je pense. Exactement, c'est ça. Il faut que je dédicace à Adam Pelado. Pour moi, j'ai trouvé son match incroyable. Moi, je ne pensais pas que c'était un défenseur central, mais c'est défenseur central un peu à la Bélanger. Tu vois un défenseur central que à l'œil comme ça, tu te dis pas, c'est pas un gars qui casse, donc peut-être non, mais c'est un gars qui distribue des ballons, et on dirait que c'est un cheat code parce que t'as un milieu de terrain en défense. Ouais, exactement. Fait que c'est pour ça que moi j'avais vu plus Gatineau de cet œil-là, mais ça reste à voir maintenant s'ils arrivent en finale, qu'est-ce que ça va donner? Déjà, là, pour le match de demi-finale, si on peut avoir le prochain match de Gatineau... C'est contre Sherbrooke. Contre Sherbrooke, chez eux. Donc, 3 points. En passant à statistiques intéressantes, Sherbrooke, ils ont la meilleure attaque du championnat. Ils ont marqué plus de buts que La Salle cette saison. Et Gatineau a la meilleure défense du championnat. Donc moi, je pense que ça va être intéressant. Ouais, ça, c'est intéressant comme match. Ouais, Parce que Sherbrooke, oui, ils sont pas dans le top, mais ils ont quand même bien terminé la saison. Et puis, c'est pas une équipe à mettre de côté, tu vois. C'est une équipe ils peuvent déranger. Putain, Sherbrooke, ils ont le plus haut nombre de buts. C'est une dinguerie, ça, quand même. C'est fou. Moi, j'ai vu ça ce week-end. J'étais en train de regarder le classement. Et là, j'ai vu qu'ils avaient plus de buts que La Salle. Ok. Et j'étais vraiment choqué. T'as pas confondu les buts avec les minutes totales du jouet Je pense pas.
Non, mais en vrai, tu dis que Sherbrooke a le plus de buts, mais ils n'ont pas la meilleure défense. So, pour moi, Gatineau va quand même gagner ce match. Si je devais choisir quelqu'un, je choisirais Gatineau aussi. Là. Et je dis ça parce que j'envisage déjà les match-ups qu'il y aura dans le Final Four. Et je vois le Gatineau-Révo rester comme tel. Maintenant, il pourrait peut-être y avoir un inversement entre Le Montréal Centre et Lakeshore. Montréal Centre Lakeshore. Puis parce que Montréal Centre joue à Québec, un déplacement, Ouais, c'est pas facile. c'est tout le temps difficile. Ils peuvent aller peut-être faire un nul pendant que Lakeshore eux ils vont ils vont à Québec ils vont aussi. à Québec ici aussi, mais contre Lévis, Ouais, c'est une dynamique différente. Ouais. So, ouais, on peut envisager le Montréal Centre Lakeshore ou Lakeshore Montréal Centre d'un côté et Gatineau Révolution de l'autre. Donc là, je pense qu'on a déjà nos clubs dans le top 4 confirmés. Ouais, Est-ce qu'on a également tous les clubs qui sont relégués confirmés également? Les 10 clubs qui sont relégués. Wall of Shame, comme dirait Karim Mehdi. Phoenix, Trois-Rivières, Saint-Jérôme, Lévis-Est, Saint-Léonard, AS Montis, Antique, Boucherville, Boréal et Brossard. Fait qu'un rest in peace à tous ces clubs et on se revoit l'année prochaine en Ligue 3. Ouais, en Ligue 3 ou dans des meilleures circonstances, si jamais. Mais en vrai, de vrai, ces équipes, même si elles vont en Ligue 3, c'est pas la fin du programme ou la fin du club. Là. Genre, la Ligue 2 va être rétrécie. Il y a des joueurs de Ligue 2 qui vont peut-être pas avoir des jobs, ils vont pas avoir des postes, ils vont se recouper, ils vont peut-être avoir à aller dans la Ligue 3 de leur région. C'est vrai. So, c'est pas la fin du monde là. Je crois qu'ils vont tous pouvoir rebondir. Puis oui, il y a déjà des équipes en Ligue 3 en ce moment, mais est-ce que vous trouvez par contre qu'à cause de ça, maintenant, la Ligue 1, 2 et 3, maintenant, les 3 ligues vont être, excusez-moi pour le terme, regardables? Dans le sens, cette année, on va pas se mentir, il n'y a pas grand monde qui a écouté Ligue 3. Ouais, j'ai regardé dans toute la saison. les matchs sont à Rouyn-Noranda. Aussi. Et moi, j'ai regardé un match, c'est Longueuil contre je me rappelle même plus qui. Puis j'ai regardé juste parce que je passais par le parc, je voulais aller me chercher un boostant, puis pourquoi pas. J'ai vu mon pote en train de jouer et that's it. Mais sinon, est-ce que l'année prochaine, ça sera beaucoup plus regardable parce qu'on sait qu'il y a certains talents qui ont joué Ligue 2 cette année, que dans des équipes de Ligue 2, ils vont pas vraiment peut-être continuer à avoir du temps de jeu, donc ils pourront descendre en Ligue 3. Est-ce que vous trouvez quelque chose que c'est envisageable pour l'année prochaine? Moi, je vais pas mentir, ça va pas être au top de ma liste, là, mais Fair enough. je vais essayer de regarder quelques matchs. Parce que cette saison, moi, je suis allé à un match de Ligue 3 aussi, mais il a été annulé parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. Donc, c'était Emero contre... Ah, ok, ça compte pas là. C'est la réserve de MRO qui joue en Ligue 3. Ouais, ça compte réserve. pas. Moi, je voulais que tu me dises un truc de Rouyn-Noranda contre. Non, mais c'était contre une équipe de loin, mais je sais plus c'était qui. J'ai oublié. Bon, en tout cas. Mais le match a été annulé, donc je l'ai pas vu. Mais la vérité, oublie pas, t'as 2 bonnes équipes qui vont monter. On va dire là, on jase. Bon, la salle monte. On jase, Gatineau monte. On va dire. Ben. On dit. On jase. Ben, tu sais, là, il va te rester du Montréal Centre, du Lakeshore, du Révolution, du Roussillon qui va encore bien se bagarrer, Chaudière, tout ça. Il va rester des joueurs parce que éventuellement, c'est pas tout le monde qui pourra jouer en Ligue 1. Hein. C'est vrai. So, il faut pas oublier aussi que il y a 5 clubs en Ligue 3 là, qui sont les réserves des clubs Ligue 1, qui eux, ils sont plus là. C'est-à-dire ça, c'est quand même beaucoup de joueurs qui doivent se trouver. Voilà, aussi. Exact. Puis, je crois que, par exemple, les 2007 qui ont joué en U19+, je pense qu'ils ont eu leur leçon et ils vont peut-être se dire, cette année, je veux jouer contre des hommes. Ouais, jouer en senior. Et là, c'est pas un appel au 2008 de l'année prochaine de quitter pour de la Ligue 2, mais dans le sens où peut-être que pour ton développement, c'est mieux que tu ailles tout de suite jouer senior, que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 3, plutôt que de faire 2 ans en U19+. Surtout, tu sais, oui, tu auras eu des minutes en Ligue 1 quand tout le monde est parti à l'université au cégep, mais je pense qu'il y a quelque chose à gagner de jouer contre des hommes dès le mois d'avril, puis justement aller se battre pour un objectif, parce que là, tu joues pour une montée ou contre une descente. J'ai bien hâte de voir des jeunes, des 2007, là, 2006 qui sont, je pense, plus U19+, à partir de l'année prochaine. Techniquement, les 2006 là qui sont en U19+, l'année prochaine ne le seront plus. Donc, eux aussi, ça va être un pool de joueurs qui va se rajouter en Ligue 2 ou en Ligue 1 ou en Ligue 3. Pour le regardable,
moi, je pense que il y a quand même de l'espoir. c'est sûr. Puis, c'est ça, de toute façon, il y a des joueurs, hein, comme on l'a dit. Il y a des équipes qui ont fait des choses pas normales. Il y a des joueurs à aller chercher. Ouais. On va parler un petit peu de la course au soulier d'or de la Ligue 2. Là, je suis en train de voir les statistiques. C'est assez serré, en vrai. Loïc Quemi a 22 buts avec un dernier match à jouer contre Révolution. Osems avec 22 buts, qui a un dernier match à jouer contre Montis. Ouais. Et le chouchou, l'amoureux à Karim, carrément. 21 buts et dernier match à jouer contre Lévis. Après, dis son nom, là. Dis son nom. Pedro Gouli. Désolé. Mais comme ça, je pensais que le monde allait comprendre. J'ai oublié. Mais il faut le mentionner. Mais est-ce que vous pensez, Gouli, il joue encore avec Lakeshire? Dernier match, il n'a pas joué. Je sais pas s'il va jouer. Ben là, l'universitaire, ça a C'est commencé. Parce qu'en plus, Exactement, c'est ça le truc. Parce qu'ils ont souvent 2 matchs par week-end C'est universitaire. Donc si tu joues vendredi et dimanche universitaire, est-ce que tu vas aller jouer samedi avec ton club de Ligue 2? Ouais, mais attends. Je sais pas. Koemi contre Revo qui risque de vouloir rester se mettre dans le bain pour le Final Four. Ça va pas être facile pour Ils Koemi. vont jouer un vrai match, à mon avis. Ils vont vraiment se préparer pour ce match. Ils vont pas laisser de cadeau à la salle. Parce que soit dit en passant, le prochain match, le dernier match de la saison pour Révolution, ils vont à la salle. Même si Koemi il joue ce match et qu'il tente, je crois pas qu'il met 6 buts dans ce match. Alors que Pedro Gouli, s'il va à Lévis, Ouais, il peut planter les buts. on a vu il y a du 10-0, du 9-0, il peut y aller puis moi je pense assurer le Mais ça soulier serait d'or. plate. peut-être c'est un hot take, mais moi je pense que c'est Bastien Osems qui va gagner le soulier d'or. Parce que dernièrement, justement, lui, il a pas le problème. Lui, il est là tous les matchs et tout. Et dernièrement, il plante les buts. Hein. En plus, Monty, c'est une équipe assez faible dans le championnat, qui sont déjà relégués depuis longtemps. Et quand Bastien il joue, Osems il joue contre les équipes comme ça, il met beaucoup de buts. Genre récemment, ils ont joué contre Brossard, il a mis 5 buts en un match. Mais tu vois ça, c'est pas... moi, je trouve ça... Je comprends. C'est pas... C'est pas... The game is dead, un peu. Je Parce que comprends. tu vas jouer contre un profites 5 un clinclin peu. des Meumeux, tu marques 42 Ouais, buts. tu profites. Bah, moi aussi, je vais faire ça, je vais faire un soulier d'or. Respecte les vies. Comment Mais ça quand même. avec les meumeux? Non, mais en vrai de vrai. Non, mais je disais même pas ça pour Lévis. Le Je truc, disais ça pour non, Montis. mais le truc, c'est que c'est ça, Mais c'est tu ça, vas c'est jouer, ça le tu jeu, vas jouer, c'est il y ça a le qui- jeu, à la fin de la journée. C'est ça. Tu sais, puis même, je crois que c'est sur ton post où tu mets le score de Trident contre, je sais plus qui, je pense que c'était Brossard, et t'as Ouais. Ossens qui met Ouais, 5 buts, c'est ça. puis t'as Loïc Quemi qui commente, Ouais. ça met des buts, ça profite des faibles. Tu sais, comme, il pense un peu la même chose que toi, Ouais. sauf que... Mais à la fin, Osems, il fait juste jouer l'équipe qui a devant lui. Ah, exact, c'est ça. So, Facts. ton hot take, il est très bon à mon Ouais, avis, voilà. parce que au moins lui, t'es sûr, à part s'il est suspendu puis Je pense pas. on le sait pas, mais t'es sûr qu'il joue. Ouais. So, ça se peut. Mais si je suis Gouli, je me faufile dans la feuille de match Moi aussi. et Je vais mettre un petit triplé ou quelque chose. Et je sors. Je mets 3-4 buts et je sors du match. Ça va être intéressant en tout cas. Ouais, c'est sûr que ça va être intéressant. En parlant de Pedro Gouli avec McGill, on va parler comment on dit ça? De la crème de cet épisode. On va commencer à parler du universitaire à partir de cet épisode vers les épisodes qui vont suivre parce que c'est un point central du foot d'ici. Après, en automne, si c'est pas ça, il n'y a pas vraiment de la grande qualité footballistique à regarder. Et on connaît tous le match qui s'est déroulé cette fin de semaine. Bah, c'était vendredi, non? Vendredi, ouais. McGill contre vendredi, Carabin. ouais. On va commencer par parler de ce match-là. Ouais. OK. On va analyser. Les trois, on a regardé. Ouais, en fait. ouais. On va analyser le truc, on va discuter du truc. Est-ce que vous avez des points forts ou faibles de chaque équipe? Déjà, vous étiez au à Celta? discuter? Moi, oui. Moi, j'y étais pas, mais ça avait l'air bien. C'était rempli, hein? C'était rempli. Le stade était vraiment rempli, Ouais. bonne atmosphère, il Exact. faisait beau, c'était... Ils ont C'était fait un- un c'était bel un entrée bon d'argent match. sur ça pour de vrai. Ben, Ouais. c'est chapeau à la Ligue qui a mis comme match d'ouverture la précédente finale. Tu sais, C'est vrai. ça permet de donner une bonne hype à cette première journée de championnat. Non, So- c'est la deuxième journée en fait. Ah, c'est la deuxième journée? Ouais. Ah, bah... écoute. Le match d'ouverture, c'était contre Ils ont joué le week-end avant. Université bah, Laval, ça va. non? Oh, Ouais, ils ont joué contre Université Laval au Sepsum. Ouais, so, laisse tomber, pas chapeau à la Ligue. So, ben, moi, en tout cas, c'est le premier match que j'ai vu des Carabins. Ouais. Bon match. Honnêtement, j'étais content de voir cette équipe des Carabins. Pour moi, c'était la meilleure équipe en tout cas, c'est l'équipe que je suis le plus content de voir sur le terrain parce que ce sont des joueurs qui jouent
en Ligue 1 l'été aussi. Ouais. Tu sais, par le passé, on a eu beaucoup de joueurs qui jouent que Carabin. Ouais. Et sur là, tu regardes le match, tu te dis, mais c'est qui C'est lui? qui C'est lui, qui ouais. lui? T'arrives pas à faire une espèce de suivi sur ce qu'il a fait l'été et un peu faire la comparaison sur ce qu'il fait dans le championnat parce que ben il a sûrement 25 ans puis il vient de France et c'est pas une critique mais c'est juste que pour nous qui regardons le foot québécois toute l'année, moi ça me fait plaisir une de bonne voir. continuaison. Ouais, c'est ça. Ça me fait plaisir de voir une continuité dans le jeu d'un joueur, puis dans ce qu'il fait sur deux équipes, puis à un très bon niveau qui est la D1 universitaire. J'ai aimé. Moi, si j'ai quelque chose à dire sur les Carabins, mis à part le dernier match qu'on va parler après, là, c'est en regardant leurs 2 premiers matchs, donc contre Laval et contre McGill, ils font des très bonnes premières demi, les Carabins, mais en deuxième demi, j'ai remarqué que le niveau baisse. Je ne sais pas si c'est... Comme tu as dit, l'équipe est très différente, donc les joueurs, ils n'ont pas beaucoup encore joué ensemble. Donc c'est peut-être ça, là, le manque de cohésion. Mais je remarque que dans leurs 2 premiers matchs, les deuxièmes demi, dans ces 2 premiers matchs, ils se sont fait dominer. Mhm. Donc même Laval, ils ont quand même une belle équipe cette année, mais c'est pas une des meilleures équipes du championnat, je pense. En deuxième demi contre UDM, le week-end d'avant, ils les ont dominés complètement à Laval. C'est eux qui poussaient, mais à la fin, Carabin a gagné. Et encore une fois, la même chose ici. Donc ça, c'est à suivre pour le reste de la saison. Peut-être une fois qu'ils auront joué plus ensemble, ça va se régler là, mais ils vont devoir faire attention parce que ils se prennent quand même des buts derrière. Ça, c'est quelque chose que j'aime que tu mentionnes parce que moi, de la façon que je regarde les matchs, j'adore décortiquer le match en 2, Ouais. comme une première mi-temps puis une deuxième mi-temps. Parce que selon moi, dans les 10-15 minutes d'une mi-temps, il y a trop de trucs qui peuvent se passer. Ouais, tout peut changer. Tu peux avoir ton meilleur match, tu vas à la mi-temps, tu vas, je sais pas, tu bois de l'eau, whatever. Alors ça, t'es absolument gaze. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou sinon, le contraire. Juste, t'es là, t'es assis, t'es quand même, what, je suis gaze aujourd'hui. Et là, tu rentres sur le terrain et tu deviens Messi Prime. Ça peut, genre, il y a trop de trucs qui peuvent changer en C'est une vrai, mi-temps, je en trouve. 10 minutes... Et alors ça, le coach des Carabins qui est là, ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là. Les Carabins, c'est une dynastie. Fait que moi, ce qui me surprend aussi des Carabins cette année, c'est que les premières mi-temps, je me dis, c'est qui va les battre? Et ensuite, à la deuxième mi-temps, je suis comme, wesh, genre là, ça commence à être compliqué. Là, ça commence à... Alors, en plus de ça, c'est que les Carabins, pour moi, ils font de la triche. Pourquoi? C'est parce que dans le bench, tu sors un Kalkouli, C'est fou. tu rentres un McDuff. Et McDuff, il te dérange tout le monde. Et McDuff, dans le match contre Laval, contre McGill et contre UQTR, dinguerie, hein? Il a Ouais. fait des sales À matchs. chaque fois qu'il est rentré, il était excellent. Sale match. Et moi, des dernières nouvelles que j'ai eues, c'est qu'à Saint-Hubert, il avait dit, ouais, off. Genre. Ouais, il a pas joué toute la saison, je pense. Ouais. Fait que c'est une dinguerie. Là, il rentre Carabin, extrêmement fort. Et c'est juste. J'arrive pas à concevoir comment tu es un joueur sur le terrain. Tu te dis, yes, le Kalkouli sort. Là, il y a McDuff qui rentre. C'est ça. Et là, tout le long, tu dois défendre sur ça. Aïe, flemme, pour de vrai. Ou sinon, Montasser et Lachali qui sort, il y a Calin. Ouais, qui c'est rentre. ça. C'est quoi ça? C'est pas fair, là. C'est vrai, c'est quoi ça? C'est pas fair. Les 2 premiers matchs, non. 2 des 3 matchs, Sacha Deslandes commence sur le banc. Ouais. Il rentre pendant le match. Ouais. C'est fou. Après ça, je pense que c'était contre McGill ou UQTR, je me rappelle. Je pense que c'est UQTR. Quand lui, il sort, c'était Xavier Malo qui rentre. Je pense que c'était McGill. ça. Ouais, je pense que c'était McGill. Ouais, je pense que c'était McGill. Ça fait pas de sens. Là. C'est C'est trop fou. stacked comme équipe. Ils ont Et même là, Wesley dans le Wangé. bench, ils ont des joueurs qui Wesley Wangé sur Ouais, le banc. Oh. Ils ont trop de joueurs, c'est fou. Ouais, mais le truc, c'est que toi, techniquement, si tu dis que la première mi-temps, elle a été mieux que la deuxième, c'est ça? Ouais, moi aussi, Ouais. c'est ça que j'ai vu. C'est ça que j'ai vu. Après, il y a eu beaucoup de changements sur la deuxième mi-temps. C'est vrai. Ouais. Il y a eu des décalages un peu, parce que c'est sûr. instabilité entre avec quoi ils commencent, les joueurs qui terminent. Mais genre, moi, j'ai aimé le 11 qui était en première mi-temps. C'était un 11 où tous les styles étaient un peu similaires. C'était tous des joueurs de ballon. C'était tous des joueurs de ballon. Et c'était un peu aussi, je crois, la raison pour laquelle ils n'ont pas pu mettre plus de buts. Ou plus d'actions. Je vois ce que tu veux dire. Parce que sur les côtés, tu as Ocho et El Archali
Pour moi, c'est deux joueurs très similaires. Et c'est pas des joueurs de couloir. Voilà, vraiment. c'est pas des joueurs qui peuvent attaquer ta profondeur C'est ça. facilement. Ouais. C'est des joueurs qui, oui, vont être très dangereux quand ils sont isolés à 1 contre 1. Sauf que s'ils sont vite mis à 2, ben, c'est là que tu vas les perdre. Puis c'est là que peut-être eux, c'est des profils qui vont tenter, qui vont essayer de rentrer dans le duel. Puis c'est ça un peu que les défenses font face à ces deux joueurs-là. Puis c'est la seule façon de les arrêter. Si tu mets El Archali à 1 contre 1, il va te bouffer. Mais c'est ça, je trouve, qui a été leur point fort dans la première mi-temps, parce que je pense que Carabin, c'est une équipe qui ne laisse pas vraiment de chance. À chaque année, tu vois des nouveaux profils qui rentrent. Et là, cette année, avec El Kalkouli et El Archali. El Archali, qui joue plus comme un double 10 avec Ben Moussa, et j'ai oublié le nom de l'autre, Kobouzi, ouais. c'est ça, Kobouzi. Fait que c'est comme 4 milieux de terrain. Et maintenant, l'année passée, je crois qu'ils jouaient en 4-3-3. Et là, on peut les vendre en 3-5-2 avec 2 pistons, Legault, qu'il attaque beaucoup sur le couloir. Et le latéral gauche, j'ai oublié son nom, je suis désolé, qui attaque également beaucoup sur le couloir. Katsaros. Oui, Katsaros. Katsaros, exactement. Ils attaquent beaucoup sur le couloir. Et ensuite, tu donnes la liberté, on le voit tous, El Kalkouli en Ligue 1, on le voit. El Kalkouli, le moment où il est le plus dangereux, c'est lorsqu'on lui donne la liberté de faire ce qu'il veut. Et El Archali, c'est exactement la même affaire qu'il avait l'année passée à Carabin. Il a fini meilleur passeur du championnat. Fait que, avoir les deux, chacun de leur côté, mais même là, ils changent beaucoup. Puis Maxime Filion aussi, c'est un gars que, un peu à la Mamadou Kane, où c'est pas vraiment un gars qui va te dribbler 4, 5, 6 joueurs, mais il est capable de revenir proposer des trucs avec ses milieux de terrain et également d'aller chercher la profondeur avec ce physique-là. Physiquement, c'est un monstre. Ouais, c'est assez compliqué de défendre. Je me trompe ou c'est lui qui va chercher le penalty Je pense que contre Miguel. Ouais. Je pense que oui. Je pense que c'est lui. C'est lui qui va chercher le penalty Je me rappelle pas balle au exactement, pied mais en je allant pense que c'est provoquer lui. dans la surface. Je pense que c'est lui. Il a les qualités pour dribbler, ça c'est sûr. Il a joué en CPL quand même. Juste que c'est pas... Entre un dribbleur, moi je prends plus dribbleur El Kalkouli que Maxime Filion. C'est sûr. Non, Mais- oui, 100%, personne va discuter ça. Là. Non, Mais- c'est clair. Mais le truc avec Ocho et Larchali, c'est juste que l'année passée, si je me trompe pas, t'as un Bruce. Julien Bruce. T'as un Bruce, c'est un gars ça va être une brute qui va te bombarder la profondeur, inarrêtable, avec un El Archali de l'autre côté, ça va être l'organisateur. Là maintenant, t'as 2 organisateurs sur les côtés. Katsaros et Filion, c'est pas non plus les joueurs les plus explosifs, les plus rapides, mais c'est des joueurs qui sont bons et intelligents dans la façon dont ils prennent la profondeur, bonne qualité de centre, savent faire des prises à 2, jouer en 2 contre 1 contre un défenseur, tout ça. Puis, Katsaros, si je me trompe pas, c'est un droitier. C'est un droitier qui joue à gauche. Ouais. So, tu vois, là, il y a un peu un petit doute, mais Filion. Puis si El Archali et Filion arrivent à bien s'entendre, le côté droit des Carabins, ça va être magnifique. J'ai trouvé qu'ils arrivaient à mieux s'entendre lors de McGill Carabin. Le premier match, il était quand même assez compliqué pour El Kalkouli, premier match dans une nouvelle équipe et tout ça. Vrai. Mais sinon, j'ai trouvé qu'ils arrivaient quand même à bien s'entendre lors de ce match-là. Mais, pour discuter de... comment Karim dit ça déjà? Let's discuss the elephant in the room. OK? Le 5-3 UQTR contre Carabin. C'est fou. Tu vois, quand tu disais que les premières mi-temps d'habitude, j'ai aimé que tu aies dit dans les 2 premiers matchs. Parce que là, dans ce match-là... Là, c'était pas le cas. Ah, là, c'était hard. Là, c'était vraiment pas le cas. Là, c'était vraiment hard. Première mi-temps, 4-1 pour UQTR. C'est fou. C'est quand même assez impressionnant. Moi, ce jour-là, j'étais au match de McGill contre Laval. Ouais. Et à la mi-temps, je vais voir le stream de UQTR. Quand j'ai vu 4-1, je pensais qu'il y avait un bug ou quelque chose. J'étais choqué, honnêtement, je savais pas quoi dire. Bah écoute, je crois que le commentateur était autant choqué que toi. Hein? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce que le commentateur a dit? Après, je sais pas si moi j'ai mal compris, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur mon post. T'inquiète, ça fait des commentaires. Ouais, c'est ça. Let me shake your hand pour de vrai. Toujours là pour les stats. Mais, clickbait. Toujours. Mais moi, ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, c'est que avant, avec les Quentin Pommier, je sais plus qui d'autre, Omar Krem, Sissoko, tout ça, il y avait plus de talent dans l'équipe. Ouais. Mais moi, peut-être je suis pas d'accord parce que je connais plus les joueurs de cette génération que les joueurs d'avant. Mais comme j'ai dit, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Mais on est juste au début de la saison, donc c'est peut-être ça le problème. Peut-être qu'ils doivent encore apprendre à jouer tous ensemble pour vraiment en tirer le meilleur de l'équipe. Mais
il y a tellement de talent dans cette équipe, c'est fou. Moi, par rapport à ce qu'il a dit, déjà, moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis c'est bien qu'ils disent ça. Ouais. Qu'ils disent ce hot éclat. Exact. Ça lui a pris 10 minutes le dire. Parce qu'il réfléchissait beaucoup. Il voulait pas se faire cancel. Ouais, c'est ça. Il voulait pas se faire cancel. Il avait peur un peu de le dire, mais il n'a pas eu peur. Au final, il l'a dit. Mais il a dit ce qu'il pense. Maintenant, un Quentin Pommier, tu sais, veut pas, oui, c'est un bon joueur, puis tu n'auras peut-être pas tout le temps un joueur de la trempe de Quentin Pommier à ce poste-là, mais à mon avis, tu sais, là maintenant, tu as un Montasser El Archali, tu as un Ocho, tu as un Filion qui est en santé, qui revient d'une belle saison, il va nous donner des belles choses. À mon avis, ils n'ont pas tant perdu de talent, que ça. Là. Mais après, genre, to be fair, avec le commentateur, c'est sûrement le seul match Carabin qu'il a vu, celui contre UTR. C'est ça. Et puis ce jour-là, je suis d'accord avec lui. Ouais. Sur ce match-là, ils n'étaient pas bons. Genre, oui, ils ont marqué 3 buts, mais si, je pense que vous avez regardé le match aussi, là, ils n'ont pas eu un bon match. Ouais, mais attends. Le match contre McGill, les gars, là, ça finit 3-1. Mais, tu sais, ils mettent un but garbage time, le 3e garbage time. Mais les 2 buts, c'est des phases arrêtées. C'est pas des attaques placées. C'est pour ça que je vous ai dit qu'en première mi-temps, ouais, c'était bien. Sauf que c'était un peu joué à la baballe. Puis t'arrives devant la défense, t'es bloqué la défense, transition. Et ainsi de suite. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup remarqué. Ils ont beaucoup de facilité à arriver dans le dernier tiers. Une fois arrivé au dernier tiers, là, c'est compliqué. Et là, contre UQTR, ça a été exactement ça le point fort de UQTR. Toutes les petites erreurs que Carabin pouvait faire, ils ont attaqué, ils ont marqué. Ils ont marqué dans les 5 premières secondes. J'ai allumé le stream, bon, mais on va le dire ou pas? Ulrich Bélanger, c'était pas son match là. Non, il a pas eu un bon match. Madi Abassi, c'est un excellent neuf, mais il l'a fait paraître comme Neymar là. On est d'accord. Puis là, soit dit en passant, ce n'est pas son poste de jouer côté gauche. Il jouait sur son mauvais pied, donc il était. Parce qu'il a mis un banger là avec le pied gauche. Non, il parle d'Ulrich. Oui, Ulrich. Oui. Exact, il joue celui à gauche. Et il est droitier. Donc, oui, il est du mauvais côté, il doit pivoter de l'autre sens, être de 3/4 de l'autre sens. Peut-être c'est quelque chose où son. Mais. Il a laissé Abassi se balader, il l'a fait paraître comme Lamine Yamal. Il n'a pas eu un bon match. Il n'a pas eu un bon match. Puis, on est d'accord. Voilà. Puis c'est pas que lui. La défense en général, il y a eu des moments de flottement. Le premier but ne doit jamais arriver. Tu dois gagner tes deuxièmes ballons. Mais pas juste le premier, le deuxième et le troisième. Il y a eu 5 buts là. À un moment donné, le ballon où tu as un centre où tout le monde se regarde, et puis rebond, but. Ça, c'est le centre où il a marqué et le commentateur a dit un truc à la Zlatan. Exact. Il y a rien de Zlatan là-dedans. C'est juste, ça a été n'importe quoi et ça l'a fini que c'est rentré dans le but. Mais... Autre chose, Joachim Milly. Ça c'était pas son match. Il a pas. Non, c'était pas son but, je pense. Non, il y en a eu deux. Il y en a eu deux où il doit chercher. Et que c'est sûr qu'il a mal dormi cette nuit-là parce qu'il sait qu'il les cherche 99 mois sur 100. Je pense que c'est une journée à oublier pour les Carabins. C'est ça. 100%. C'est pour ça que je reviens sur le commentaire. Tu sais, si c'est le premier match qu'il voyait des Carabins, je suis d'accord. Tout était mal. Ouais, exactement. Parce que même, ils ont marqué 3 buts, mais même offensivement, ils n'ont rien fait. Ouais, non. Genre, comme tu dis, ils gardaient le ballon et tout, ils jouaient au ballon, mais après, dans le dernier tiers, il n'y avait rien. Et puis, donc, je crois que tu as un contre son camp, tu as un penalty. Un contre son camp, penalty, et je ne sais plus c'est quoi l'autre but. Ouais, j'oublie l'autre. J'ai oublié, mais ouais, c'était juste pas un bon match en général, mais c'était un très bon match du QTR. Non, c'est ça. Et puis, ils ont été très forts en transition. Ils ont exploité un peu les lacunes défensives, les lacunes un peu dans la structure défensive des Carabins, où les joueurs sortaient trop tard sur le porteur du ballon. Ça forçait un défenseur de s'exposer, un autre qui part dans le dos. Ouais. Et, aussi, les coups de pied arrêtés des QTR sont vraiment forts. Leur match de vendredi contre Laval, qu'ils ont gagné 4-3, leurs 4 buts, c'était des coups de pied arrêtés. Et contre UDM, de leurs 5 buts, je pense qu'il y en avait 2, c'était des coups de pied arrêtés. Ça fait en 2 matchs, au moins 5 ou 6 buts en coups de pied arrêtés, c'est fort, là.
Vous pensez qu'ils vont peut-être challenger les Carabins cette année? Comme je crois qu'il y a quelques années, 2-3 ans, ils ont battu les Carabins Carabins en provinciaux. Même au championnat canadien, ils les avaient battus, je pense. Ah ouais? Ah, mais la finale où ils gagnent contre les Carabins, tu te souviens les 2 buts là que Mamadou, j'oublie son nom aussi. NDI, si je ne me trompe pas. En tout cas, il se fait drafter par force juste après. Oui. Et il marque 2 buts d'anthologie dans cette finale. Ouais. Allez les voir, pour tous ceux qui l'ont pas vu, doivent aller le voir. C'était juste incroyable. Moi, j'étais dans le stade et je me suis dit, mais j'aurais dû venir toute la saison. Je suis revenu le match d'après, bon, c'était un peu différent. Mais tout ça pour dire, UQTR, cette saison, ils ont des bons joueurs. Hein. Attention, ils ont Marcou devant, avec Abassi, Raphaël Lacaille, que t'aimes bien. Lalande. Voilà, Siméon Lalande, exact. Dorian Soalem derrière, il est très fort. Ils ont beaucoup de bons joueurs, puis je crois que ça peut faire quelque chose. J'ai entendu des très très bons mots du coach Shani Black aussi. Honnêtement, ça va être vraiment, vraiment intéressant à suivre. Mais les gars, il y a une autre raison aussi pourquoi, cette année, moi, je vous l'avoue, j'ai pas été un grand adepte du foot U-Sports pour les raisons que je vous ai dit. Tu sais, des fois, c'est des joueurs, 25 ans, tout ça. Ils viennent d'un peu partout, puis ils jouent. Mais cette année, pour moi, particulièrement, je veux la suivre. Je vous explique pourquoi. On a une CPL qui arrive. Il y a des contrats U-Sports à aller chercher. C'est vrai. Tu sais jamais. Tu sais, là, t'as les scouts de cette équipe U-Sports, cette équipe CPL qui va jouer, qui va regarder, parce qu'il y a des contrats spécialement pour ça à offrir. Ouais. Donc, allez, peut-être qu'il y a un Ocho, un El Archali, un Dorian Soalem, je les nomme, un Pedro Gouli, peut-être, qui peut aspirer à recevoir ce contrat U-Sports. En plus, ce que j'ai remarqué dans les dernières années, là, les tendances, c'est que les clubs CPL, ils ont vraiment tendance à drafter les joueurs universitaires de leur ville ou leur province. Donc, si l'équipe de Montréal ou du Québec veut continuer à faire comme ça, ça veut dire encore plus d'opportunités pour nos joueurs québécois. Je vous le dis tout de suite, là, je veux pas être content si on arrive au prochain draft. Alors, moi aussi, on commence à drafter les québécois. Il faut prendre des joueurs du Québec. Non. À bon entendeur. Bah oui. À bon entendeur. Pas trop loin en plus. Mais aussi, justement, sur ce que tu viens de dire, puis la draft et tout ça, moi, je pense que, je vais faire un peu le parallèle avec le commentaire du commentateur, moi, je pense que ça joue beaucoup sur la nostalgie. On va dire, quand tu parles de « ils n'ont pas autant de talent qu'un ci, un tel ou un tel », c'est normal que tu peux dire ça après avoir vu le tel ou tel ou tel pendant des années accomplir tout ce qu'il a accompli. Là, tu vois des joueurs qui sont à leur première, deuxième année ou des joueurs qui viennent de trouver justement ce poste de titulaire indiscutable dans une équipe, c'est normal que tu dois faire ta place encore. Et en plus de ça, pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur le U-Sports, c'est que maintenant, il y a ce phénomène-là que à partir de 15, 16, 17 ans, les jeunes, ils veulent plus jouer collégial, ils veulent plus jouer universitaire, ils veulent tous partir aux États-Unis. Moi, c'est quelque chose, comme la plupart des gens savent, moi, avant je jouais au basket, j'ai pu le voir avec des très gros talents qui jouaient ici dans des très bonnes équipes, dans des collégiales et tout ça, et que dès que ces joueurs-là, ils ont fini par arriver à des NBA ou quoi que ce soit, maintenant, les gens, ils se disent « Oh, il y a du talent ici, on va aller les chercher pour prep school ». Fait qu'on perd beaucoup, beaucoup de talent dans les universitaires. Donc, le point de ramener une CPL, shout-out à mon gars tantôt de m'avoir fait penser à ça, c'est que le fait de ramener une CPL et le contrat U-Sports, c'est vraiment le plus gros appât pour garder nos joueurs bons ici. Parce qu'ensuite, ils se disent, oh, c'est quoi? Je vais aller jouer collégial ou je vais aller jouer universitaire et je peux aller chercher justement cette draft-là en jouant avec Carabin, en jouant avec McGill, en jouant avec Conco, ou toutes les équipes qui sont dans la Ligue U-Sports ici au Québec. Fait que moi, je suis très content de la CPL, pas vraiment pour la question de la CPL et tout, mais c'est que cette CPL-là apporte beaucoup plus à toutes nos ligues, Ligue 1, Ligue 2, universitaires. Bien sûr. Que ce que le monde y pense. Le monde pense que c'est juste une autre équipe pro. Non. C'est tout va trop grandir grâce à ça. Exact. Fait que, je voulais juste souligner ça parce que le monde, des fois, ils connaissent pas trop c'est quoi contrat U-Sports et tout. Mais c'est très important pour le futur. Qu'est-ce que ça va apporter? Clairement. Bon, ça offre pas les meilleurs salaires, mais ça offre des possibilités, par exemple. Ouais, mais tu sais, on va dire, tu vas à l'école, ensuite de ça, tu finis ta saison, tu finis ton school et tout.
C'est quoi, pendant l'été? Ouais, pourquoi Why pas not? jouer pro? Why not? Tu sais, pendant que l'autre, il va faire un moniteur, un camp de jour de je sais pas trop quoi, l'autre, il va flip des burgers. Tu sais quoi? Moi, je suis pro. Pour moi, je prends un bénéf. Carrément, ça me motive à retourner à l'école. Tu vois, Ouais. ça, c'est beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, ils vont pas à l'école à cause de ça. Fait que là, ça va les motiver. Yo, tu sais quoi? Je vais aller à l'école. Même si c'est pour étudier quoi que ce soit, je vais aller à l'école. Mais étudier, c'est très important. C'est très, très, très important. Je vous le dis comme un gars qui, malheureusement, les notes, c'est hard. Genre, c'est très, très, très important. Et là, ça offre aux joueurs de pouvoir continuer l'école C'est ça. et le foot. Fait que 100%. c'est incroyable. Mais bref, Très bien dit. Bravo. bravo bien pour tous joué. les gars à l'école. Shout out à tous deux. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Comme à l'habitude, on va vous demander, s'il vous plaît, de liker, commenter, de vous subscribe sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore une fois au tiers-lieu et à Alex Yenol et à l'équipe de production pour nous avoir accueillis dans ce magnifique studio. Je fais un appel général. Oh, ok, j'allais me faire foutre. Putain. Oh. Ok, ça je l'ai fait. Ah. Pourquoi il faut dire suivez les gars Québec? Ok, juste refais-le. Ouais, ok, ouais. C'est bon, parfait. Ok, c'est bon. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Comme à l'habitude, on va vous demander de liker, commenter, de vous abonner également sur notre page YouTube et Instagram. Également, on remercie infiniment le tiers-lieu, Alex Yenol et l'équipe de production pour nous accueillir dans ce magnifique studio pour nous permettre de atteindre nos objectifs avec On s'en fout. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.